Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un spécial Walking Dead à Hobby Shop. Je suis en compagnie de mon compère habituel Christophe. Salut Christophe. Salut Eric. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu quelques points de règles de Walking Dead qui peuvent être soumis à interprétation. Oui, tout à fait. Donc, Alors techniquement, en réalité, il y a pas mal d'imprécisions sur les règles, des petits points qui sont encore flous, certains autres qui ont déjà été éclaircis avec certaines extensions. Le plus simple étant évidemment d'adapter les règles qu'on ne comprend pas ou qu'on a du mal dont on a du mal à trouver la logique. Et puis on va voir ça ensemble du coup sur certains cas un petit peu particuliers auxquels tu t'es confronté. Voilà, on a été confronté lors d'une partie, surtout confrontation, hein, voilà, du coup, parce qu'en mode coop ou en mode solo, ça va, parce qu'il y a une espèce de mastering, on va dire. Globalement, un peu plus facile effectivement à prendre en main, parce que du coup, tu n'as pas la confrontation avec d'autres survivants, qui est censé être un peu plus complexe que celle avec les zombies. Donc du coup, forcément, des bugs qui vont survenir au niveau de la lecture et au niveau de l'explication logique de ce qui peut se passer, ce qui peut se produire. Voilà, alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on aille sur la table de jeu de Hobby Shop, qu'on mette en scène certains cas de figure qui peuvent prêter à confusion ou à questionnement. Parfait. Voilà, à savoir que tout peut être adaptable à condition que les joueurs se mettent d'accord éventuellement. Bien sûr, tout à fait. Hein. C'est comme tous les jeux de figurines. Voilà. Celui-ci a l'avantage d'être d'une simplicité extrême et du coup extrêmement adaptable aussi. Donc moi j'aime bien de toute façon rajouter un aspect mastering un petit peu comme dans le jeu de rôle avec une personne, une entité qui va décider du scénario, du type d'événement et même quelquefois des réactions sur les cartes. Voilà. Ce qui rajoute un tout petit peu de piquant et de difficulté pour les joueurs. Donc il ne faut pas hésiter à adapter, à changer les choses qui vous paraissent incohérentes ou pas normales. Ok, écoutez, ce qu'on fait, on passe sur la table, on va vous montrer quelques cas de figure et puis on revient vers vous. C'est parti. Allez. Bon voilà Christophe, on se retrouve sur vos superbes tables de jeu. Donc je vais avoir des cas de figure à te soumettre. Alors désolé, il y a un petit peu de bruit de fond parce qu'il y a un tournoi. Oui, ils sont en train de jouer à Shadespire, donc ça fait un petit peu de bruit. Ouais, ça fait un petit peu de bruit, donc j'espère qu'on nous entend bien au micro. Donc alors, j'avais une question plus particulièrement sur les lignes de vue. Oui, alors on en a un petit peu parlé avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de revoir la règle générique de la ligne de vue, donc celle du livre de règles à la page 13. Donc c'est assez simple. Je vais te placer quelques pièces sur les différents cas de ligne de vue, notamment sur les couverts lourds comme les voitures. Et on va essayer au cas par cas de résoudre le problème. Donc, par exemple, tu as un tireur qui va se placer d'un côté de la voiture et un zombie qui va être placé de l'autre côté, un autre ici. Et puis, par exemple, simplement un survivant qui va être caché à cet endroit-là. D'accord. Donc, la première chose à savoir, c'est que les lignes de vue se tracent du centre d'un socle à un autre. Donc, sur le premier cas de figure ici, le survivant étant ici, le zombie et sa cible étant de l'autre côté, tu vois bien que du centre au centre du socle, il n'y a aucun obstacle. Donc, aucun bénéfice de défense en faveur du zombie. Sur le cas suivant ici, le zombie est visible, puisqu'il est debout derrière un véhicule qui est plus bas que lui, mais la ligne est coupée par un véhicule qui est un couvert lourd et qui donc va rajouter un dé de défense pour le zombie. Donc un dé rouge. Un dé rouge pour les couverts légers, un dé blanc pour les couverts lourds. Donc en l'occurrence, un couvert lourd, c'est un dé blanc. Le zombie aura donc son dé rouge pour prévenir le tir. Le survivant étant lui couché au sol, caché derrière le véhicule, il est invisible. Il est invisible. Voilà. D'accord. Tout simplement. Tu m'as parlé également des possibilités de tirer à travers les grillages ou les vitres des véhicules. C'est tout à fait possible. La logique évidemment prévaut puisque ce n'est pas un cas de figure qui est expliqué dans le livre de règles. Il suffit simplement de placer les personnages. Et là on voit bien que les personnages se voient l'un par rapport à l'autre, mais que la ligne de vue est coupée par le grillage. Le grillage étant plein de trous, on considère tout simplement qu'il fournit un couvert au personnage qui est ciblé, à voir si le couvert te paraît un couvert plus lourd ou un couvert plus léger en fonction de la partie. Donc là, on a un grillage un peu dense, un arbre, un transfo. On peut considérer par exemple que ça donne un dé blanc aux défenseurs sans aucun souci. D'accord. Voilà, même chose pour les vitres de voiture. Si tu veux tirer à travers une vitre de voiture en considérant que les deux personnages sont debout,
on peut tout à fait considérer un couvert lourd de manière normale. D'accord. Voilà. Allez Christophe, autre cas de figure, ligne de vue, de tir à travers un angle, hein, quel qu'il soit. Alors en l'occurrence, c'est la même chose. Du centre au centre, s'il y a un élément de décor qui coupe la ligne, on considère qu'il y a un couvert. Le cas de figure, effectivement, où le centre est directement visible en fonction de l'orientation du personnage, annule ou pas ce couvert. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. D'où l'intérêt de faire un petit mouvement peut-être de sneak avant de prendre un tir pour pouvoir avoir une ligne de vue claire et donc éviter un dé supplémentaire de défense. Donc en gros, là, concernant les lignes de vue, parce que je pense qu'après le reste c'est très clair, il faut être soit se mettre au niveau de la figurine, soit Oui, être vraiment dans un mode réaliste. Toujours le plus simple. Soit tu te mets au niveau de la figurine pour les hauteurs, soit tu te mets au-dessus de la figurine pour la ligne du centre au centre du socle. D'accord. Ok. Et d'autant plus qu'il existe maintenant des produits. Tout à fait, des lasers, ce genre de petites choses, verticaux, par exemple. machin. Bon, Ça, là, c'est pas mal. toutes ça. sortes de T'en as, gadgets là, assez utiles, bien sûr, bien sûr. Ah ben voilà, on verra sur la fiche produit. Alors, autre cas de figure, Christophe, qui nous est arrivé en cours de jeu. Donc là, nous avons un combat au corps à corps. Nous avons un personnage derrière qui fait du bruit. Le zombie étant dans le rayon des 10 pouces. Donc il va se déplacer vers la source du bruit et il va rentrer en contact avec les deux personnages, hein, étant donné qu'il va en ligne droite en direction de la source de bruit. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a déjà un combat au corps à corps, mais le zombie rentre. Alors, première chose. Déjà, pendant la phase d'action, ce personnage a un allié ici. D'accord? Il a 2 points d'action. D'accord. S'il ne veut pas être débile, il se décale. Voilà. Et quand il fait du bruit, C'est une stratégie. il désactive simplement D'accord. l'adversaire, ce qui lui permet à lui d'aller faire autre chose. D'accord. Première chose, si jamais ce cas de figure-là très particulier se produit, il y a normalement toujours un petit décalage, il y a toujours un personnage qui sera plus près que l'autre. D'accord. Si jamais Oui. on est dans ce cas de figure où on est parfaitement équidistant, que la ligne est parfaitement centrée sur Ouais. la médiane, Voilà. des 2 tangentes selon le cosinus de machin, bon bref, que ça arrive, ici, au moment du corps à corps, Ouais. on doit séparer les combats. Oui. Ça, D'accord. Oui. Donc ça veut dire qu'on a 2 combats ici, un premier combat contre le zombie, lui contre lui, et un deuxième combat contre le zombie, lui contre lui. Le joueur qui a l'initiative va choisir la première action de combat à résoudre. Si c'est lui, eh ben, il va simplement combattre le zombie. S'il le vainc, il le repousse, il le pose et il le tue éventuellement. Et du coup, il n'y a plus de problème. Ce combat a été résolu avant celui-là. D'accord. Ok. Alors Christophe, autre cas de figure, admettons qu'il y ait déjà un combat ici. Donc ces deux-là sont alliés, Oui. d'accord. Lui décide de venir aider son collègue à D'accord. combattre lui. Alors, petite question, est-ce qu'on jette les dés des deux alliés contre lui, qui n'aura qu'une action de défense, ou alors il faut qu'il ait chaque fois une action de 2 défense? choses. Voilà. C'est un seul combat. Ouais. D'accord? Donc c'est pourquoi? Parce qu'il y a un défenseur engagé. S'il y avait eu plusieurs défenseurs engagés, on aurait séparé les combats des 2 défenseurs différents. Là, en l'occurrence, on se retrouve avec le cas de figure de 2 alliés contre un survivant. Il va suffire de cumuler les dés d'attaque de tes alliés et les dés d'attaque du survivant s'il choisit d'attaquer, puisqu'il a l'option de le faire, ou de défendre, puisqu'il a aussi l'option de le faire. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Alors Christophe, autre cas de figure, donc là il y a un combat au corps à corps, il y a une carte événement qui vient se greffer où on bouge un certain nombre de zombies vers les survivants plus proches. Donc là, Et on se retrouve dans un parfait équilibre, Voilà. chacun son zombie. par hasard. Alors, pendant la première phase, le début de la phase de corps à corps, il va falloir séparer les combats. Donc là, ça va être au choix des joueurs concernés de savoir s'ils préfèrent se faire le zombie tout seul ou s'ils préfèrent quand même mettre tout ce qu'ils peuvent sur le D'accord. survivant contre lequel ils se sont alliés. Alors quel cas on peut avoir? Alors, Mettons, le multiples cas. plus simple, c'est Ouais. si chaque survivant choisit de se défendre contre son propre zombie. Auquel cas, on va séparer ces combats. Ici, voilà, j'ai les panneaux amovibles. De cette manière-là, en séparant les personnages pour qu'ils aient chacun un combat à résoudre dans l'ordre contre un seul zombie. D'accord.
L'autre cas de figure possible, c'est que les survivants choisissent quand même de se taper entre eux. D'accord. Donc, on a Negan ici qui normalement devrait s'en sortir tout seul contre ce petit survivant tout seul. Ouais. Du coup, il peut tout à fait décider que celui-ci va se défendre contre son zombie et lui attaquer avec le bonus contre ce survivant-là, qui lui aussi aura le bonus contre le zombie qui est derrière Negan. Le dernier cas de figure, c'est celui où tout le monde choisit de taper le survivant, auquel cas, les bonus des zombies vont être de 1 pour ce camp-là et de 2 pour ce camp-là. D'accord. Donc Christophe, cette fois-ci, on va parler un petit peu des règles, entre parenthèses, adaptables, qui peuvent se produire au cours du jeu. Admettons, nous avons un survivant qui est dans une pièce, il n'a plus aucune issue, il y a une horde de zombies qui va automatiquement venir vers lui à un moment donné. Comment on peut adapter cette règle si toutefois le joueur décide de faire sauter son survivant par la fenêtre? Alors effectivement, c'est un type d'action de mouvement qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas vraiment, qu'on peut assez facilement adapter, dans le sens où c'est une action qui a, comme le fait de passer par-dessus un mur, une chance de rater, une chance de réussir. Ouais. Donc, en utilisant le dé noir comme témoin de la réussite ou de l'échec de cette action, simplement décider de faire sauter le personnage par la fenêtre. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Techniquement, soit un maître du jeu et c'est lui qui va décider, soit les joueurs se mettent d'accord sur la façon la plus rigolote de gérer le truc. Avec un dé à une chance sur 2, qui est le dé, le dé noir avec l'étoile de shérif, je pense que ce qui peut être marrant, effectivement, ça va être de gérer d'une part la chute, l'éventualité de prendre des dégâts en fonction de l'étage, de la hauteur, et puis aussi le fait de pouvoir atterrir par exemple par terre si on s'est raté, d'être blessé et puis de crier parce qu'évidemment ça doit faire mal, et du coup de générer un petit peu de bruit qui potentiellement te met plus dans le caca que l'action juste avant. Donc c'est tout à fait le genre de règle qu'on peut créer, qu'on peut adapter. L'idée c'est de la faire la plus sympa, la plus fun et la plus marrante possible, la plus équilibrée aussi, sans aller pousser à l'excès. L'autre solution, en fait, c'est simplement de jouer le jeu et d'aller essayer de taper les zombies un par un, même quand il y en a beaucoup dans les escaliers qui font la queue. On va rajouter un ou deux parce que là c'est pas assez dangereux. J'avais dit une horde, mais 4 ça commence à être pas mal à d'idées. Il y en a bien au rez-de-chaussée aussi. Ouais, il y en a sûrement partout. Ouais, effectivement, donc adapté en fonction de la hauteur. Oui, par exemple, évidemment, ça va être moins douloureux de tomber du premier étage que du 5e. Voilà. Donc après, à réfléchir, prendre un nombre de dés rouges en fonction du nombre d'étages pour prendre 0 dégâts ou tiens, j'ai pas de chance, moi je fais que des 0, tiens, 1. Voilà, un dégât. C'est pas mal. Et finir au sol quand on s'est raté, finir sur ses pieds quand on a réussi. Super. Alors Christophe, autre cas de figure de déplacement, par exemple, dans un mirador. Donc la personne veut descendre. Comment ça se passe au niveau du mouvement? Alors c'est assez simple, hein. Il suffit simplement, grâce à la petite échelle de Gwenaël, de placer la réglette de mouvement sur la position initiale et de vérifier la distance, ici 6 pouces pour descendre, placer son personnage en bas et puis utiliser par exemple les 2 pas qui restent pour rejoindre la porte. Voilà, et il fera du bruit. Alors on précise effectivement que c'est un décor de Mirador de notre partenaire Normandie Wargame en Battlefield. Donc Gwenaël, on te salue. Donc dans le même cas de figure, tiens, dans une maison, admettons qu'il y ait des escaliers en colimaçon, comment fait-on pour le déplacement, par exemple Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Alors, là, on a Negan à l'étage dans la cage d'escalier. Il suffit de prendre la distance qu'il lui faut pour descendre le fameux escalier. Donc 2 pouces et 2 pouces qui lui permettent d'arriver en bas sans faire de bruit. Ok. Bon ben voilà, on n'a pas fait tous les cas de figure, on a fait ceux qui... On en a vu quelques-uns. On en a vu quelques-uns, ceux qui des fois posaient un questionnement, à savoir que finalement tout est adaptable. C'est ça. C'est la morale un petit peu de l'histoire, c'est que de toute façon, tout peut s'adapter, tout peut être travaillé, modifié, adapté à l'envie, à l'ambiance, à ce qu'on veut faire et surtout au fun, parce que c'est un peu l'essentiel d'un jeu quand même, de s'amuser. C'est ce que je rappelle souvent à certains puristes, ceux qui aiment la purée, que effectivement tout est adaptable et il ne faut pas se borner aux règles parce qu'on a vu le cas de figure du mec qui saute par-dessus
hein, Ah oui. qui serait logique dans la réalité, d'une certaine Et façon. vachement plus marrant s'il se casse la cheville. Voilà. Donc son mouvement serait sûrement réduit. Très. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre en dessous de cette vidéo dans la description. Et nous, on va se retrouver très bientôt, Christophe. Il paraît. Il paraît, hein, parce qu'il va y avoir des histoires de Sulaco, là, quelque part. Oui, de téléportation. Des téléportations épiques. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, À bientôt. Christophe. Ciao.